Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour, bienvenue à l'École de la vie. Ici Vanessa Pilon, comme d'habitude. Je vous parle en direct du Cool Club à Granby qui m'accueille semaine après semaine pour enregistrer ces conversations délicieuses. Et celle que je vais avoir aujourd'hui, elle est particulièrement miam. C'est avec une de mes amies, Vicky Joseph, qui est, je sais pas, j'essaie depuis tout à l'heure de trouver un mot pour décrire Vicky. J'ai le goût de dire badass. Vous m'avez souvent entendu parler des pissenlits, puis même la chanson thème du podcast, si vous avez déjà prêté attention aux paroles, il y a une phrase dans la chanson qui, comme représente pour moi les pissenlits, c'est « Whether you like it or not, we're gonna rise up ». Donc, que ça vous tente, que ça vous plaise ou non, on va se lever. Et puis, je trouve que Vicky Joseph, elle incarne parfaitement ça. Elle a, entre autres, écrit là, tout récemment une nouvelle page dans l'histoire du Québec. Là, je veux pas mettre ça trop gros, là, mais c'est quand même important ce qu'elle fait, les plafonds de verre qu'elle défonce. C'est mon amie Vicky. Elle a été nommée la première présidente du CA de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Croyez-le ou non, c'est la première personne noire en 200 ans d'histoire de cet organisme, de la Chambre de commerce. Fait que ça, déjà, là, tu sais, un petit coup de pied dans le plafond de verre, là, c'est quand même assez considérable. Et aussi, bon, à la base, Vicky, c'est une entrepreneure en série. Elle a, entre autres, fondé V-Cosmétique, qui est une entreprise qui met de l'avant, en fait, qui offre des produits adaptés à toutes les pigmentations. Puis pas juste pour les femmes noires, mais vraiment toutes les origines ethnoculturelles, toutes les teintes, là, sont représentées à travers V-Cosmétique. Ce sont des produits qui sont fabriqués ici, au Canada, avec beaucoup de produits naturels, sans cruauté. C'est vraiment une super belle entreprise. Et elle est aussi, et c'est vraiment un des aspects qui me parle beaucoup de chez Vicky, c'est une philanthrope. Avec son mari, Franz Saint-Élémy, ils ont fondé le groupe 3737. C'est un incubateur à entreprises par et pour la diversité ethnoculturelle à Montréal, donc à Saint-Michel, puis maintenant aussi à plein de places autour du Canada. Donc, ils offrent des leviers, puis apportent de la richesse pour permettre à des entreprises de fleurir, puis ils sont vraiment très dédiés à cette mission-là. Elle est aussi, elle est née à Montréal, comme je vous disais, de parents haïtiens. Elle est mère de 3 enfants. C'est très, très important, la famille chez Vicky. C'est une femme merveilleuse. Et si vous avez des résistances à entendre parler de l'entrepreneuriat, de l'argent, du succès, puis que vous roulez des yeux peut-être juste à entendre ça, parce qu'on a beaucoup de programmation là, liée à ces concepts-là, ben je vous invite à aller écouter cette conversation-là aujourd'hui parce que ça va vous prouver que l'argent, le succès, l'entrepreneuriat, ça peut être des outils pour créer un monde meilleur. J'espère que ça va déprogrammer certaines choses par rapport à l'entrepreneuriat, à l'argent et au succès. Et parlant d'entrepreneuriat, d'argent et de succès, aujourd'hui, c'est avec grande joie que je peux affirmer haut et fort que cet épisode est une présentation de l'entreprise 3 fois par jour. Je vais vous raconter une anecdote, OK? Il y a quelques semaines, je suis dans ma voiture sur la route, puis là, je m'arrête à un moment donné, petite pause pipi, là, parce que j'habite loin de Montréal, et je vois que Marie-Lou, de 3 fois par jour, a slide dans mes DM sur Instagram, et j'ai reçu un des messages qui m'a le plus émue depuis, ma foi, belle lurette. Elle m'a dit, Marie-Lou, qu'elle était tellement touchée par la mission de l'École de la vie qu'elle avait envie de commanditer des épisodes et qu'elle n'avait jamais fait ça avant. Tu sais, c'est pas... Vous entendez rarement, c'est une présentation de 3 fois par jour, c'est vraiment une première. Puis ça m'a vraiment touchée, non pas parce que j'avais besoin de commanditaires, ce qui était quand même un peu le cas, mais c'est surtout à cause de la solidarité féminine, de sentir qu'une entrepreneur à succès comme ça, elle a utilisé justement son succès pour encourager d'autres projets. Puis j'admire beaucoup Marie-Lou, la femme d'affaires, la femme de façon générale, l'entreprise qu'elle a bâtie au Québec. Puis j'ai beaucoup d'admiration envers
envers elles, mais de sentir aussi qu'on n'est pas dans l'histoire de la compétition entre femmes, puis qu'on peut vraiment se soutenir. Puis j'ai vraiment senti ça, là. Tu sais, c'est comme si j'avais vu à travers mes DM Instagram la main de Marie-Lou qui était comme « Yes, on fait ça ensemble ». Fait que j'étais très, très émue de recevoir ce message-là. Puis si vous connaissez pas la mission de 3 fois par jour, Marie-Lou a voulu améliorer la relation qu'ont les gens avec la nourriture en réintégrant le plaisir, l'équilibre dans le fait de manger 3 fois par jour. Évidemment, 3 fois par jour, c'est un site web, c'est du contenu avec toutes sortes de recettes, des livres aussi, plusieurs tomes de livres, également des produits en épicerie. Et pour l'anecdote, ma fille tripe sur le gâteau de 3 fois par jour. Moi, j'ai essayé de faire des gâteaux de fête là, à ma fille, puis en mettant tout mon amour de mère. Et elle m'a dit d'une façon très diplomate, elle a dit « Maman, les gâteaux de 3 fois par jour sont meilleurs. J'aimerais ça avoir ça à ma fête l'année prochaine. » Fait que, regarde, tu vois, il y a quand même une petite compétition là, entre femmes au niveau du gâteau. Mais donc, les produits en épicerie délicieux. Mais surtout, je voulais parler de la boutique en ligne parce que au-delà de la mission liée à la nourriture, il y a la mission du site de 3 fois par jour en ce moment, c'est la boutique en ligne, de mettre de l'avant des produits locaux, des partenariats avec des artisans locaux, avec des entreprises d'ici, des produits naturels aussi, autant, oui, les arts de la table, mais aussi des produits de soins, des produits d'entretien ménager, et rendre tout ça à un prix qui est accessible, rendre ça abordable. C'est vraiment des beaux produits là, qui sentent vraiment bon. C'est comme délicat et floral. Il y a des huiles essentielles, il y a des produits, bon, j'ai ici, regardez, j'ai pommes vertes et eucalyptus, le savon pour la main. Moi, je les ai vus à l'Expo Manger Santé il y a quelques semaines. Je suis allée tous les sentir et j'ai des coups de cœur. Là. C'est tellement floral, une bougie au lilas. C'est vraiment une façon, je trouve, d'intégrer un peu, prendre soin. Tu sais, c'est de la petite délicatesse, là, mais vraiment des super beaux produits. On le sait qu'ils viennent d'ici. On sait qu'on contribue à une économie locale. Donc, si jamais ça vous parle et que vous avez envie, vous aussi, de soutenir 3 fois par jour, qui me soutient et qu'on crée un réseau, tout le monde ensemble, eh bien, Marie-Lou, elle nous offre un rabais pour les auditrices et les auditeurs de l'École de la vie. Donc, si vous voulez aller commander sur le site de 3 fois par jour, vous pouvez entrer École de la vie 15 pour avoir 15 % de rabais sur les produits 3 fois par jour. Merci, Marie-Lou! Et bon épisode! Vicky, je suis tellement contente de te retrouver. Moi aussi, tu n'as pas idée. Oh mon Dieu, ça fait quelques mois qu'on s'était... ça fait quand même quelques mois qu'on s'est vus la dernière fois à Paris. Puis on a eu tellement un beau moment, quelques jours ensemble. Est-ce que je peux le raconter? On a comme été un peu coloc dans le même appartement. C'était un peu une gang de filles ensemble. J'avais l'impression de revivre un peu mes années comme universitaire, cégep, mais avec toi que je ne connaissais pas. On a une amie en commun. Exactement, Catherine Charon, qui nous a mis en lien. Fait que c'est, oh mon Dieu, on a eu un beau moment, mais c'était vraiment comme un... Ça s'est transformé, on n'avait aucune idée quand on s'est rencontrés à l'aéroport, puis ça s'est transformé en synergie vibrationnelle, super positive, thérapeutique. Thérapeutique, si on peut l'utiliser. Ce mot-là, c'était vraiment thérapeutique. Ben, on buvait des jus de céleri, là, puis on faisait du breathwork dans l'appartement. C'était génial. C'était vraiment génial. On a eu vraiment du beau temps. Ouais. Puis c'est là que j'ai appris à te connaître, puis je suis tombée en amour avec la belle Vanessa Pilon. Ah, c'est tellement, tellement mutuel, Vicky. C'est drôle parce que je savais un peu qui t'étais. Tu sais, Catherine m'avait dressé un peu le portrait, mais j'avais pas lu ton CV, j'avais pas lu tous tes accomplissements impressionnants et tout ça. Moi, j'ai vraiment connecté avec Vicky, avec la femme que tu es, puis... Après ça, j'ai un peu pris connaissance de qui tu étais. Je me suis mise à tuer sur les médias sociaux parce que, anecdote aussi, tu n'avais pas ton téléphone cette semaine-là. Tu l'avais oublié. Tu me ramènes loin. À Montréal. Oh mon Dieu. Donc, tu as passé aussi la semaine à Paris avec nous, pas de téléphone. C'était vraiment quelque chose de particulier qu'on a vécu, cette connexion-là humaine. Et je te voyais aller dans l'appartement puis dans la vie de tous les jours, puis je me disais, OK, cette fille-là est vraiment capable de s'adapter à n'importe quoi. Oui. C'est niaiseux, là, t'as quand même juste perdu ton téléphone cellulaire, mais tu sais, on vivait dans quand même un petit appart parisien. Absolument. On se connaissait pas, on partageait un espace, puis t'étais super de bonne humeur. Oui, malgré tout. Oui. C'était super. J'étais quand même anxieuse de l'avoir perdu. Tu te rappelles quand je suis arrivée à Paris? Vraiment. On était comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire sur mon téléphone, tu sais. On a tellement l'habitude quotidienne d'être connectés, continuellement connectés, mais c'est connecté à la matrice que j'appelle. C'est pas connecté nécessairement avec nous-mêmes, parce que je trouve qu'on s'est comme un peu perdu. On a toute cette matrice-là qui est devant nous, puis on dirait qu'on suit le rythme que ça nous demande, puis ça va à 100 000 à l'heure. Donc, d'apprendre que j'avais pas mon téléphone, ça m'a vraiment permis de faire un travail sur moi-même. Ouais. Puis avec qui de mieux que Vanessa, hyper zen, hyper connectée.
Oh mon Dieu, avec Nancy aussi. Non, mais les filles, vous m'avez tellement ramené. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai passé une excellente semaine. Avec Catherine aussi, bien sûr, qui a fait en sorte que j'ai passé une semaine extraordinaire parce que ça m'a ramené à moi-même. Je pense que j'en avais besoin. Ben, je pense que c'était un peu l'univers qui était comme le téléphone va rester à Montréal. Voilà. Vicky, là, on va vivre d'autres choses. Absolument. Mais quand même, tu sais, t'es une femme d'affaires, t'as des business, t'as des gens qui veulent comme, qui ont besoin d'avoir certaines réponses. Donc, je t'ai trouvée vraiment bonne là-dedans. Puis, ça m'a fait me demander d'où tu viens. Tu sais, dans le sens comme, c'est quoi de quel genre de famille tu viens? Parce que je me disais, elle ça lui dérange pas, Vicky, d'être dans un appart avec plein de gens, puis tout ça, je suis comme, on dirait qu'elle est habituée de partager son espace, puis là, je me suis dit, je te connais pas, mais j'ai comme c'est comme un petit feeling que c'est quelque chose que tu as vécu dans ta vie. Donc, t'es née à Montréal. Je suis née à Montréal, mais de parents immigrants qui viennent d'Haïti dans les années 70. Okay. Alors, ça découle de là. Donc, mes parents sont des parents aussi qui sont quand même... Ils ont beaucoup d'empathie, ils sont très généreux, beaucoup de bienveillance. Et je te dirais que ma jeunesse, je l'ai passée entourée. Donc, je me souviens depuis mon tout jeune âge, mon père il s'est toujours senti responsable de l'humain, responsable de l'autre. C'était en lui de prendre la main d'une personne puis de l'amener ici. Quand on parle d'ici, c'est de les amener d'Haïti, les amener à Montréal puis de s'occuper d'eux, de s'occuper de la paperasse logistique de l'immigration, les aider à se trouver un emploi, un appartement. Tu sais, c'était un mini bed and breakfast qu'on avait à la maison, mais plus familial parce qu'on amenait de la famille, on amenait des amis, on amenait des cousins. Fait que j'ai comme, sans m'en rendre compte, été habituée d'être entourée de différentes personnes. Alors, il faut que tu t'adaptes. Puis quand des personnes viennent d'Haïti, on n'a pas la même culture. Moi, je suis née ici. Ouais. Donc, ça m'a appris sur ma culture, veux ou veux pas. Ça m'a appris à m'adapter parce qu'ils ont différentes façons de vivre. Et puis, j'ai dû m'adapter. Donc, toute ma vie, j'ai été habituée d'être entourée de différentes personnes, différents mindsets aussi, différentes façons de voir les choses, différentes façons de savoir vivre aussi. Donc, ça, c'est probablement une des raisons pour laquelle je suis adaptable. Ouais, puis à quel point aussi je sens que tu as un côté, une intelligence émotionnelle très développée. J'ai l'impression que ça t'intéresse aussi, l'humain, parce qu'évidemment, tu es femme d'affaires, tu aimes le design, tu sais, tu as un esprit artistique, mais je remarque aussi qu'il y a vraiment quelque chose par rapport aux autres. Tu as une sensibilité que j'ai honnêtement rarement vue. Oui, c'est tout à fait vrai. Puis je te dirais, si je reviens encore à mes parents, ils m'ont inculqué des valeurs familiales et traditionnelles et de bienveillance. Très, très spirituelles aussi, parce j'ai toujours été à l'église. Je suis très spirituelle dans ma foi chrétienne à moi. Mais mes parents me l'ont bien inculqué. Mais j'ai souvent raconté cette anecdote-là, mais ça a été le point culminant, que j'ai compris que la vie était beaucoup plus que simplement un paycheck ou simplement de vaquer à ses occupations de carrière professionnelle, puis c'est tout. Ça va beaucoup plus loin que ça, la vie. Donc, ça commence encore une fois par la bienveillance de mes parents, d'avoir accueilli tellement de personnes à Montréal et de s'en occuper, mais ça va un peu plus loin. C'est que je me rappelle toujours comment est-ce que mon père, qui est décédé, maintenant ça fait déjà 6 ans, mais je me rappelle à quel point qu'il n'avait pas un sou. C'était une personne qui a tellement redonné aux gens avec le peu qu'il avait. Je me suis toujours posé je me posais pas la question à l'époque parce que j'étais trop jeune pour comprendre comment ce qu'ils faisaient pour arriver à leur fin. Mais aujourd'hui, ou quelques années plus tard, quand il est décédé, surtout à ses funérailles, j'ai compris la force de tendre la main au prochain, la force de vraiment comme de l'empathie envers l'humain, de la compréhension de l'autre pour amener l'autre à grandir avec peu importe ce que tu as. Ça prend pas nécessairement des millions pour en aider d'autres. Ça prend, pour transformer l'humain, ça prend juste d'avoir vraiment un cœur. Ouais, c'est une posture. C'est une posture, c'est un style de vie aussi que je recommande fortement aux gens de se reconnecter avec soi-même puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le prochain. Donc, ça, quand tu arrives à comprendre ce geste-là, ta vie, elle a un sens tout autre. Le reste va venir, l'argent va venir, payer les factures vont venir parce que plus tu donnes, plus tu reçois. C'est le karma de la vie, c'est la suite de la vie, c'est comme ça que ça se passe. It's like a circle, c'est un cercle qui tourne, tu donnes, ça revient. Après ça permet d'en faire grandir d'autres. C'est ça l'objectif de la vie. On a nos objectifs professionnels, personnels à nous, communs, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que lorsqu'on va quitter cette terre, que les gens
vont se rappeler de nous sur les murs. Pas nécessairement pour le matériel qu'on avait parce qu'elle porte du Louis Vuitton, parce que elle s'habille de telle façon, parce qu'elle mange dans les plus grands restaurants du monde. Ça n'a rien à voir. On est ailleurs. C'est comment est-ce que tu as pu impacter ton prochain, ton voisin, l'humain. On parle, tu sais, quand on parle de la richesse, souvent on va penser à la richesse matérielle, mais la richesse de ce que tu me décris dans l'expérience humaine, puis de ton père qui quitte ce monde. Absolument. En ayant laissé cet impact-là, en ayant toute la communauté qui est là, puis qui est comme, ça a changé ma vie de rencontrer ton père. Ça a fait trembler les gens. Comment tu fais vibrer les gens? Il a tellement fait vibrer les gens que je l'ai Moi, il m'énervait, c'était mon père. Là, mon père était hyper strict pour comprendre les traditions haïtiennes. Mon père était hyper strict, hyper jaloux, puis j'étais comme... il voulait jamais que je sorte, je pouvais pas parler avec des garçons, je pouvais absolument faire zéro, rien. Même au niveau de ma carrière, mon père voulait que je sois dans les domaines vraiment traditionnels qui amènent une certaine sécurité familiale avant tout. Merci. Mais jusqu'à là, mon père était un disruptor. Mais je ne comprenais pas à quel point il faisait vibrer les gens à l'extérieur. Il était protecteur de sa famille, mais il donnait tout ce qu'il n'avait pas. Puis des fois, j'entendais mon père qui chicanait avec ma mère, justement pour tout ce qui était aspect financier, parce que ma mère était comme « Arrête de donner, parce que nous autres aussi, on a notre besoin. » Mais je réalise à quel point que le jour de ses funérailles, c'est là que j'ai compris la force de redonner, l'impact que ça a eu sur toutes ces personnes-là, comment est-ce qu'il a transformé la vie des gens, puis qu'il a eu un standing ovation. Il y avait comme plus de 3000 personnes à ses funérailles. C'était malade. Wow. Puis c'est là que j'étais comme, oh my God, depuis quand on fait des standing ovations? C'est des funérailles, guys. Ouais. Puis c'était vraiment fabuleux. Puis j'ai essayé de le faire en 1 semaine parce que je savais qu'il connaissait beaucoup de monde. Puis on n'aurait pas eu la capacité si on avait attendu un autre 3 semaines pour pouvoir faire des funérailles parce que là, ça aurait été trop plein. Mais imagine-toi, après 1 semaine, pareil. Les gens ont entendu, ça a fait le téléphone russe, là, littéralement. Il y avait tellement de monde, c'était bondé. Puis les gens voulaient juste le remercier pour ce qu'il avait accompli dans sa vie. Puis c'est là que j'ai compris, mon Dieu, ça va beaucoup plus loin. Il est parti avec rien, il est né avec rien. Mais il repart avec le sentiment qu'à chaque fois que je vois des gens, il a fait vibrer chaque personne, puis tout le monde me raconte une histoire. Puis c'est l'histoire qui va se répertorier de génération en génération. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Et si tu l'instaures dans ta vie familiale, dans ta base, dans ta fondation, c'est une bénédiction que tu crées qui va se transcender pour des siècles et des siècles, comme on dit, amen. Oui, bien, c'est parce que là, de voir que lui, il t'a impacté de cette façon-là, qu'il t'a laissé ce legs-là, de tout voir que toi, en ce moment, tu sais, t'as pris le flambeau, puis ça devient comme naturel, c'est une seconde nature. Puis c'est drôle, je t'entends parler de ça, puis ça me ramène à ma famille. Tu sais, on vient de contextes différents, mais bon, moi, je vivais à côté de HLM, tu sais, puis la porte était tout le temps ouverte chez nous, puis il y avait, c'est ça, des femmes battues, des gens qui en arrachaient à mon école. Il y avait tout le temps des gens chez nous. Oui, tu viens de quel quartier? C'était à Sainte-Thérèse, moi, c'était sur la Rive-Nord. Mais tu vois, on pense pas que dans ces quartiers-là, qu'il y avait beaucoup de difficultés, de défis, de pauvreté. Oui. Puis moi, j'avais un peu honte, tu sais, de venir de ce quartier-là, puis d'être avec ces gens-là. Tu sais, dans ma tête, je voulais être avec les gens qui venaient, ça s'appelait à l'époque le Haut-Sainte-Thérèse, tu sais. Puis j'étais comme, moi, j'aspirais à être dans le Haut-Sainte-Thérèse, puis j'étais là dans le Bas-Sainte-Thérèse avec ces gens-là. Puis en même temps, moi aussi, je voyais pas la valeur de ça. Non. Je l'ai compris adulte. Toi, c'est à quel moment que tu l'as compris, la valeur de ce qui t'avait été inculqué par ça? Absolument, à partir de ces funérailles, parce que c'est là que j'ai réalisé, mon Dieu, toutes ces personnes-là, puis il y a tellement d'histoires durant cette journée-là, les gens te parlent, j'étais étourdie, mais les gens me parlaient, « Oh, ton père, je lui dois encore un 5 000 $, ton père m'avait acheté mon premier soude pour mon mariage quand j'étais arrivée ici à Montréal, ton père a fait ci, ta mère, ou ma mère aussi, tu sais, je parle de mon père parce qu'il est décédé, parce que c'était vraiment lui qui était l'ancrage de tout, mais ma mère, elle supportait tout ça, ma mère, c'est une femme extraordinaire, là, qui donne tout aussi, mais c'était à ce moment-là, puis j'avais déjà mes 3 enfants. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point qu'ils m'ont inculqué des valeurs parce que j'ai toujours eu un cœur, j'ai toujours voulu... je savais que j'avais une sensibilité face aux autres, mais de comprendre qu'il faut vraiment agir, de mettre une action. Ouais. Tu peux pas juste rester passive comme ça puis tu te dis t'es sensible pour les gens. Il faut vraiment mettre un genre de plan d'action en place. Il faut se mettre des objectifs pour voir comment est-ce qu'on peut
utiliser ça comme effet de levier puis impacter. C'est pas obligé d'être gros. Je le dis toujours, ça peut être du bénévolat, ça peut être de différentes façons, mais il faut trouver tous et chacun le pourquoi, the why, the reason why. Ouais. Même si ça n'a pas été inculqué dans ta jeunesse, mais il y a des moyens de pouvoir le développer. Comment je peux contribuer? Puis on dirait que des fois, on le remet à plus tard. On se dit, ben quand je serai, je sais pas, quand j'aurai une stabilité financière, quand mes enfants seront un peu plus grands, quand, puis finalement, ça arrive jamais. Et si tu meurs demain? Ouais. On le sait pas. C'est quoi la vie? On n'a pas la réponse, on n'a pas de boule de cristal. Donc, ça doit vraiment devenir il faut que ça devienne un plan. Je veux pas dire un plan comme un business plan, mais c'est vrai, il faut que tu t'assoies pour réfléchir. Soit que tu fais de la méditation, ça fonctionne par la méditation pour ceux qui ont des croyances, des convictions, soit par la prière, mais il faut trouver le moyen pour se reconnecter à soi-même, puis de trouver à travers tous les enjeux qui se passent à travers le monde, comment est-ce que je peux faire pour aider à ma façon. C'est aussi simple que ça. Puis à partir de là, ça va générer exponentiellement tout ce que tu désires. Ouais. Tu parles souvent de la force du réseau, tu sais, dans le milieu des affaires, mais j'ai l'impression que pour toi, ça va au-delà de ça. C'est pas juste pour développer des opportunités de business, il y a comme quelque chose au-delà de ça. Puis pourquoi, pour toi, c'est aussi important les connexions qu'on trace entre nous? Oui, mais c'est ce qui nous permet d'apprendre, puis ça nous permet de grandir. Tu sais, c'est à travers les différentes personnes. Puis moi, j'aime connecter en business, c'est super important. Puis l'aspect de développer les relations, c'est presque numéro 1 sur la liste parce que c'est ce qui va te permettre, c'est comme un genre de fil d'araignée, hein? Une connexion t'en amène à 10 autres. Donc, tu sais, ça, c'est un peu un principe que j'utilise beaucoup en affaires, mais en même temps, j'adore apprendre de tout le monde. J'apprends même de mes enfants. Vanessa. Ben, j'espère. C'est spécial, mais on apprend de nos enfants. Ouais. Mais pour moi, vraiment, le réseau commun, le réseau du quotidien est tellement important. Puis je trouve que j'apprends beaucoup des gens qui ont des vies aussi beaucoup plus simples que la mienne. C'est incroyable. Tu sais, des fois, je m'en vais à l'école de mes enfants, puis je parle 5 minutes, j'aime ça parler aux gens, puis les gens sont souvent attirés envers moi. C'est une question de vibration, c'est une question d'énergie. Mais je peux parler, genre, à la secrétaire. Puis j'apprends des petites choses, ça me ramène, puis je me dis, oh mon Dieu, ils ne le réalisent pas. Ou la caissière dans un restaurant, ou la serveuse dans un restaurant, ils ne le réalisent pas, mais des fois, juste de prendre 5 minutes, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas les allumer, le transfert d'énergie au niveau de la conversation, elle s'allume, moi j'apprends, la personne elle apprend, et c'est comme ça qu'on grandit. Oui, vraiment. Ben de considérer chaque humain qui croise notre route. C'est sûr, là, des fois, on n'a pas le temps. Là. On n'a pas toujours le temps. De prendre ces petits moments-là avec des gens différents qui sont dans des positions, qui ont des histoires différentes de nous. Je trouve que en ce moment, on vit dans des chambres d'écho. On veut être avec les gens le plus possible qui nous ressemblent et qui nous confirment nos croyances, nos pensées. Mais d'ouvrir puis juste de s'ouvrir. Juste de s'ouvrir, c'est beaucoup. Juste de s'ouvrir, c'est vraiment beaucoup. Parce qu'on le répète souvent, c'est vrai qu'il faut rester dans les mêmes sphères, même mentalité, même langage pour pouvoir grandir, mais tu grandis aussi en élevant les autres, en écoutant les autres. C'est l'écoute, d'être conscient. Ça là, puis d'avoir du discernement. Parce que c'est sûr que quand je suis en affaires, c'est ce que j'ai de besoin, c'est sûr que je vais m'entourer toujours des plus grands ou des gens qui ont le même langage, le même mindset. C'est normal, mais c'est d'avoir du discernement, comme je le dis. Tu peux rencontrer des gens que tu n'aurais jamais pensé, qui ont une intelligence émotionnelle ou une intelligence qui va au-delà, qui peut te transformer cette journée-là. Oui. J'ai toujours senti, depuis que je te connais, qu'il n'y a pas de jugement. Pas de jugement. C'est vraiment beau, ça. Puis, tu sais... Pas de jugement. Je veux dire, tu pourrais être en mesure de juger sur plein de choses, parce que tu as une vie spirituelle très riche, tes valeurs, tu as comme un parcours assez exemplaire, puis il y a beaucoup de gens qui t'admirent, puis peu importe, là, je voyais des gens, des fois, à Paris, si je peux retomber dans l'anecdote, mais qui te disaient des choses, ma foi, le genre misogyne, puis des trucs que je regarde. Moi, je me disais, je bouillais en dedans, puis je me disais, c'est inacceptable ce que la personne vient de dire à Vicky, et je te voyais
comment tu naviguais ça avec tellement de grâce. Je te Incroyable. regardais, j'étais comme stage d'observation là, de comment Ouais. est-ce qu'on réagit avec grâce, puis sans jugement à ce que les gens peuvent nous amener comme genre d'énergie ou comme genre de commentaires, puis tu es capable de juste le prendre puis de le laisser aller. Puis je trouve Absolument. ça tellement beau. Tu sais ce que j'ai appris à faire? Puis ça, c'est une femme que je l'ai rencontrée il y a peut-être 1 an de ça. Elle est extraordinaire, tu sais, elle travaille sur l'énergie spirituelle et tout. Puis, elle m'a donné un truc. Mais je le faisais inconsciemment, mais elle m'a donné un truc. Chaque fois que tu rencontres des gens comme ça, tu pries pour la personne. Fait que pendant que la personne m'envoie des commentaires, soit discriminatoires ou misogynes, ou peu importe, je reste concentrée puis je lui envoie de l'amour. Ça a l'air de rien, mais je te jure que ça fonctionne. Puis moi, ça me permet de me dire, ils sont connectés ailleurs. It's not their fault. Ouais, C'est pas de leur faute. Ça dépend de leur environnement, comment est-ce qu'ils ont été élevés, c'est quoi leur valeur. Fait que j'essaie de ne pas le prendre personnel, puis de prier pendant ce temps-là, fait que ça me permet de rester calme. À part si tu me donnes un coup, ben là, on est ailleurs. on est ailleurs. Et toi, comment est-ce que tu fais pour réagir dans des situations où est-ce que tu es fortement, justement, challengée aussi en tant que femme, Oui. personnalité publique aussi? Ben, ça ressemble un peu à ce que Oui. tu décris, c'est de comprendre. C'est l'empathie, c'est toujours Oui. l'empathie, c'est de revenir dans l'expérience de l'autre. Puis tu sais, il y a une question, je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais, mais tu sais, on se dit souvent « What's wrong with that person? Oui. Qu'est-ce qui marche? Voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? » Mais de changer la question qu'on se pose, c'est de dire « Qu'est-ce qui s'est passé? » Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vie de cette Exactement. personne-là, pour qu'elle en arrive aujourd'hui à avoir ce comportement-là, Oui. à me dire ces choses-là. Oui. Puis, tu sais, des fois, on dirait qu'il faut comme un peu s'inventer une histoire, mais Oui. des fois, juste avoir un petit bout, une petite piste là, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, Oui. ça permet d'avoir de l'empathie. Puis moi aussi, c'est juste de Absolument. me placer dans une posture d'empathie. Et comme tu dis, de ne pas prendre personnel, Non. ça, c'est comme difficile. C'est Parce que difficile. notre ego, c'est notre petit bouncer qui est genre, moi, je vais te protéger de cette Absolument. attaque. Puis de juste faire à ton ego, ben c'est pas important en ce moment. Exactement. C'est pas une véritable attaque. Puis, tu sais, je le vois comme s'il faut qu'on passe à un autre niveau. Tu sais, Ouais. je dois me mettre beaucoup plus haut. Mm-hmm. Parce que sinon, dans ma tête à moi, je prie pour cette personne-là, puis je le dis, ça fait en sorte que ça diffuse la situation, Ouais. puis ça le diminue en sorte comme « you're above Ouais, ouais. Parce que je me fais souvent poser la question, tu sais, quand tu es dans des environnements de grande influence autour de la table, puis tu regardes comme « what is this girl doing here? Oui. Mais souvent, je suis obligée de me dire « Vicky, regarde, si tu es là, tout le monde doit être assis à la bonne chaise, tu as le droit, tout le monde a le droit d'être assise à une chaise, puis que justement, si tu es là, c'est parce que tu l'as fait, le travail, et tu le mérites. Puis il faut se le rappeler. Fait que des fois, il y a des moments du merveilleux syndrome d'imposteur, tu sais, qui est toujours autour de nous, comme un petit nuage, hein, qui nous fait défaut. Tu sais, avec ces petits commentaires-là, ces micro-agressions-là qu'on rencontre souvent. Moi, je me dis non. Et souvent, c'est parce que la personne est malheureuse, puis elle te regarde, puis elle est en admiration. Fait que j'essaie de le retourner pour que je me dise, non, you got this. Ouais. T'es là parce que tu le mérites. Puis t'es là parce que t'as une lumière qui est tellement vibrante que ça dérange. Continue de faire briller ceux qui ont besoin d'être brillés. Voilà. C'est tellement beau, puis ça me ramène à justement, tu sais, les obstacles puis l'adversité, là. Il y en a eu quelques-uns, j'imagine, dans ton parcours. Des magnifiques. Puis, mais oui, c'est super intéressant de se dire, OK, mettons qu'on les voit comme des opportunités pour grandir. J'étais curieuse de savoir pour toi, tu sais, parce qu'évidemment, il y a des obstacles puis de l'adversité qui sont extérieurs à toi. On parle du système, on parle, de plein de choses. Exactement. Et il y a aussi des obstacles qui sont un peu plus internes. Tu sais, soi-même, justement, tu parlais du syndrome d'imposteur, la confiance en toi, les croyances limitantes. Il y a plein de choses. Où est-ce que tu as eu le plus à aller défaire des choses? Est-ce que ça a été plus extérieur à toi, intérieur, ou comme un mix des deux? De ce que j'ai compris, parce que souvent, mon mari m'a souvent dit... Tu sais, t'as tellement une force. Tu sais, t'es comme moi, je suis un lion de signe, c'est vrai, puis j'ai vraiment un caractère de lion. Tu sais, je suis forte, je vais prendre ma place et tout. Mais en même temps, il y a la petite fille à l'intérieur qui a dû traverser des vents et marées au fil des années. Mais j'ai réalisé, oui, il y a peut-être un manque de confiance, mais manque de, tu sais, le syndrome de l'imposteur que j'ai dû vraiment
j'ai eu à travailler ça, mais mon Dieu, avec acharnement, pour pouvoir vraiment avoir confiance puis continuer à monter au niveau de mon expérience de vie, my journey, comme on dit. Mais c'est ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais toujours la seule. Fait que quand tu n'as pas d'exemple, il n'y a pas de représentation, tu n'as pas personne nécessairement à qui tu peux poser la question qui vivent les mêmes enjeux, ça m'a ralenti. Fait que, tu sais, je sais pas si ce que je fais, je me posais souvent la question, est-ce que ce que je fais présentement, je viens de briser un plafond, mais est-ce que ce que je fais présentement, c'est bon, c'est pas bon? Je sais pas parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes autour de moi. Fait que je te dirais ça, j'ai dû avoir à combattre cette confiance-là puis de me dire, OK, si tu as brisé ce plafond-là, ben c'est parce que tu as fait quelque chose de bon. Fait que continue, tu es dans la bonne direction. Mais c'est surtout parce que j'avais pas de représentation, j'ai pas personne, je suis toujours la première noire qui fait ça, la première noire qui est arrivée là, la première noire-ci, ou bien juste d'être peu dans mon environnement, mais ça a causé, tu sais, des inquiétudes, des manques de croyance envers moi. Est-ce que ce que je fais, c'est intéressant? Est-ce que les gens, ils vont vraiment répondre à ce que je suis en train de leur offrir présentement? Tu sais, c'est tous ces questionnements-là que j'ai dû vivre et de m'asseoir puis de vraiment me battre avec mon cerveau. Tu sais, c'est vraiment comme une bataille interne. C'est comme c'est vraiment du moi versus moi-même. Ouais. Puis ça, il n'y a personne d'autre, Vanessa, qui peut t'aider à le contrer. Tu peux avoir un peu d'aide, oui, tu peux lire des livres, tu peux te former des mentors oui. Et tout ça. Oui, j'en ai trouvé au fil du temps. Mais de dire que ça va juste être assez, c'est pas assez. C'est toi. C'est cette bataille-là. Tu dois être confronté avec toi-même à tous les jours. Il n'y a personne qui peut le savoir pour toi. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi, qui peut juste ouvrir la petite porte du cerveau puis qui fait juste ajuster. Impossible. Ouais. C'est toi avec toi-même. Fait que ça m'a demandé énormément parce que j'avais personne pour me soutenir. T'sais. Oui, bien c'est comme si je voyais que tu ouvrais un nouveau chemin dans la forêt, mais c'est ça C'est qui est ça. en avant. Fait que tu peux C'est pas souvent voir ça. comme qu'est-ce qui s'en vient devant moi. Est-ce qu'il y a une racine? C'est bon? Ouais, Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que la racine, est-ce qu'elle se tient bien? Est-ce qu'elle va continuer à grandir? Aucune idée. Ouais. Fait que je dois continuer à avancer. La seule chose que je peux m'assoupir sur, c'est de me dire que les commentaires des gens que je reçois, les messages que je reçois, comment est-ce que je touche les gens. Oh mon Dieu, OK, t'as fait vibrer les gens, tu as innové, tu as amené un impact, tu as amené l'organisation ailleurs, ce que tu projettes, c'est ça qui fait en sorte que je me dis, ah, OK. Ça a du sens Ça a du sens qu'est-ce que ouais. je fais, parce que sinon, on devient un peu perdu dans cette forêt-là. Oui, puis c'est normal d'avoir C'est besoin normal. de validation aussi, là, Oui. de faire, est-ce Pas que que ça ça, va? Mais pas oui. que ça, mais ça te permet de te dire dans des moments importants où est-ce que tu traverses que, OK, tu traverses au bon moment. Si c'est à tous les jours que tu as besoin de validation, c'est un autre problème. C'est ça. Il va falloir aller travailler d'autres choses à Il va l'intérieur. falloir aller travailler d'autres choses à l'intérieur. Est-ce que tu as envie qu'on revienne un peu sur ton parcours? Parce que je t'ai présenté rapidement. Ouais. Là, on est plongé dans le vif du sujet parce qu'on est Okay. excité et tout ça. Mais tu es la fondatrice de Vie Cosmétique. Oui. Tu es une entrepreneur. Là. Vraiment. Mais tu n'étais pas à la base une fille qui étudiait en affaires, puis Non. tout ça. Tu n'as pas fait ton MBA, tout ça. Pas en tout. Une artiste Oui. devenue entrepreneur à succès et même plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton chemin pour que finalement tu passes de la mode, de ce milieu Ouais. créatif-là à quelque chose d'un peu plus quand même... c'est d'autres zones du cerveau qui sont C'est d'autres zones sollicitées. qui sont sollicitées, effectivement. Puis, je te dirais, c'est malheureusement, dans mon cas, mais qui a été une très grande opportunité, ça a été que mon ADN a été complètement secoué par une situation discriminatoire. Puis c'est ce qui a fait en sorte que je suis devenue entrepreneur. C'est vraiment une situation. Je savais, Vanessa, que j'étais différente, mais encore une fois, de par mon environnement, de par comment est-ce que j'ai été élevée, on n'est pas né dans des familles qui étaient des gens d'affaires, nécessairement. Tu sais, comme souvent, tu vas voir les Juifs, ça passe de génération en génération. C'est des gens qui sont innés en business. Mais moi, Vicky Joseph, mes parents, mon père était chauffeur de taxi, ma mère était pâtissière, puis ils arrivaient à leur fin par instinct de survie.
Tu comprends? Donc, j'avais pas ça dans mon environnement. Fait que je pouvais pas comprendre c'était quoi être en affaires nécessairement. Mais je savais, aujourd'hui, je suis capable de le dire, oui, avec mes qualités, mes défauts, j'étais une entrepreneur. I was a shit disruptor. Oui. Voilà, c'était ça. Tu sais, j'étais pas négativement. C'est juste que je voulais tout le temps amener un challenge ou quelque chose de différent sur la table. Depuis que je suis toute jeune, puis on me le rappelle même à l'école. Donc, je te dirais que cette situation-là, après avoir travaillé quelques années dans le domaine de la mode, grande fervente de la mode, fait que moi, j'étais dans la création, dans la vente, c'était super cool, ça allait bien. Puis jusqu'au jour où on m'a dit que je n'étais pas le bon profil pour pouvoir continuer à fonctionner dans l'entreprise, dans l'organisation pour laquelle je travaillais à l'époque. Et que je te dirais que la petite jeune fille qui est née à Montréal, qui n'a pas nécessairement vécu autant de discrimination, parce qu'oublie pas, moi, je suis née dans des quartiers qui sont très diversifiés, ethnoculturels. Les écoles où j'allais étaient vraiment diversifiées. Fait que j'ai pas vraiment eu à connaître autant de discrimination. Fait que cette journée-là, quand on m'a dit que je n'avais pas la bonne couleur et j'avais pas le bon profil pour pouvoir continuer, quand je leur permettais de générer des revenus quand même assez considérables, ça a ébranlé mon identité, je te dirais. Fait qu'à partir de ce moment-là, il fallait que je retourne à l'intérieur de moi. Puis avec l'encouragement de mon mari qui m'a dit, regarde, tu peux pas prendre ce genre de défi-là. Justement, il y a un problème au niveau de notre société. Tu es comme une des seules femmes noires présentement dans le domaine de la mode en tant que dans le monde du design. Parce qu'il y en avait quelques-uns, mais vraiment, là, c'était saupoudré de sel et poivre. C'était vraiment pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu prends le flambeau? Puis je pense que tu l'as à l'intérieur de toi parce que tu as un talent incroyable. Juste utilise cette voie-là pour pouvoir arrêter justement ces injustices-là, ces biais-là, ces paradigmes-là. Fait que c'est comme ça m'a comme donné le coup. Parce que ça crée une frustration, mais qu'est-ce que je fais avec cette frustration-là? Oui, la colère, ça peut être un beau moteur. Ça peut être un beau moteur, un beau moteur. Donc, dans mon cas, moi, la colère, elle s'est transformée en création d'opportunités. Donc, j'ai créé mes propres opportunités, puis j'en crée pour d'autres. Fait que moi, je me vois comme une créatrice propulsatrice. Ouais, je pense que ce serait ça. Ce serait ça. Tu sais, d'opportunités pour les autres, ouvrir le chemin, parce que je sais ça a été quoi, je sais à quoi ressemble le système, les systèmes qui ont été créés par l'humain. Ouais. Il faut contrer tout ça. Mais probablement que si tu n'avais pas vécu cet épisode-là de discrimination, tu aurais continué à juste vivre ta vie. Puis là, ça t'a permis, j'imagine, de mesurer l'impact que ça peut avoir, puis que ça existe pour vrai, puis qu'il y en a des plafonds de verre. Puis des fois, ils sont pas tant en verre, là, ils sont bien identifiés et très frontales comme ce que tu as vécu, tu sais, de te faire dire. T'étais enceinte en plus, hein? Oh my God, j'étais enceinte, Vanessa. Tu sais, c'est les émotions, là. Oui, c'est ça. Dans le tapis. Écoute, je comprenais absolument rien. Je suis rentrée à la maison, puis j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de perdre ma job. Hey! Mais en plus, on te dit que toi, ton être à toi, ta personne à toi, c'est pas bon, c'est sale. Écoute, Vanessa, c'est comme, hein? C'est comme je suis sale. C'est comme ça que je me suis sentie. Comme un genre de petit sac de poubelle, là, une petite poubelle qu'on met. Oh my God! Ça m'a vraiment ébranlée. Fait qu'imagine-toi, c'est pour ça que cette confiance-là, elle m'a pris du temps à rebâtir, à me refaire confiance. C'était vraiment, j'avais l'impression d'être dans un ring de boxe, là, puis il y avait Vicky à gauche, Vicky à droite, puis Vicky devait donner des punchs continuellement pour me réveiller, puis me ressaisir par moi-même, puis d'avoir un sérieux focus, puis de me dire, OK, si j'y vais, il va falloir que j'utilise cette mission-là dans tout ce que je vais entreprendre dans ma vie. Fait que ça doit être beaucoup plus loin que juste d'avoir un produit seulement que je vends. Ouais. Ça doit raconter une histoire. Ça doit être transformatoire. Ça a donné un sens, on dirait, à ce que tu as fait après. Oui. Tu sais, tu aurais pu effectivement te lancer en affaires, mais là, tu étais animé par quelque chose. Absolument. Là, ça allumait un petit feu. Exactement. Ils savaient pas ces gens-là là, qui t'ont mis dehors, alors que ça allait juste mettre de la petite braise, là, du souffle sur la braise. Puis là, ça t'a allumé. C'est exactement. Parti une compagnie de vêtements. Oui. C'est ça, hein? Exactement. J'ai parti ma compagnie de vêtements qui s'appelait New Eye, Nouvel Œil, by Vicky. Puis, j'ai eu un beau succès quand même. Pendant les années que ça a duré, j'avais un magasin à Laval, un magasin à Montréal, en face du palais de justice. Direct. Ah ouais? Ouais, direct. Fait que, écoute, les expériences que j'ai dû apprendre à vivre, puis
c'est ça dans ma vie, c'est que j'avais pas nécessairement le background. J'ai pas été étudiée en finance ou en business ou en gestion même. Fait que pour moi, c'est un apprentissage sur le tas. Autodidacte, là, comme on le dit, c'est vraiment ça. Fait que j'ai dû vraiment apprendre tout, bien que mon mari est quand même, il a toujours été très, 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 tu sais, très ficelé en affaires. Fait que, je veux dire, il a pu m'aider, mais quand même, dans la business de la mode, c'est quand même c'est un autre monde que lui navigue. Fait qu'il fallait que j'apprenne à naviguer à travers ce monde-là, cet océan-là qui est extrêmement compétitif, de trouver sa place, de comprendre c'est quoi l'histoire, de comprendre c'est quoi le branding, puis d'avoir un bon produit à pouvoir présenter au monde, mais que les gens l'acceptent. Donc, tu sais, tout est toujours nouveau. Tout ce qu'on entame est nouveau. Donc, tu sais, je suis toujours dans l'inconfortable. Puis c'est ce qui m'a permis de grandir. Tu sais, on a 80% de l'humain vit dans l'inconfortable, mais la plupart des gens l'étouffent, l'inconfortable. Fait que c'est ce qui fait en sorte qu'on, des fois, en tant qu'humain, on a de la difficulté à passer au niveau ou de percevoir notre vie différemment, où est-ce qu'on pourrait se rendre. Ouais. Mais c'est parce qu'il faut que tu passes à travers ces étapes d'être continuellement secoué, challengé, être inconfortable, parce que l'imperfection amène au succès, peu importe ta définition du succès. Ben, c'est parce que l'inconfort, on dirait que ça nous fait peur. C'est comme si c'était dangereux, mais en même temps, ce qui est le plus dangereux, je pense, c'est de rester confortable. C'est de rester confortable. Ouais. La peine, puis plus tu avances, hein, on commence à vieillir, on ne dira pas nos âges aujourd'hui, mais plus tu avances dans l'âge, Vanessa, tu commences à comprendre, tu as un certain wisdom, sagesse qui vient puis avec la vie, puis tu comprends que tu vas t'étouffer. Combien de gens que je rencontre qui ont passé la quarantaine, la cinquantaine, qui se cherchent, puis ça me fait mal de les regarder, puis je le vois, puis je sais c'est quoi. Je sais c'est pourquoi, la raison pour laquelle ils stagnent, puis qui se demandent qu'est-ce qui va les ramener ce désir de vivre. Parce qu'à la fin, pour moi, le succès, c'est d'être heureux. Puis ça, c'est c'est l'élément le plus difficile à atteindre dans une vie. It's not the money. It's not, tu sais, d'avoir une carrière fulgurante où est-ce que tout le monde te voit. C'est d'être heureux. La définition du succès, c'est ça. C'est d'arriver à être heureux soi-même, là. Oui, puis tout le monde a une définition différente du succès. Je pense que c'est ça aussi, des fois, il y a comme une dichotomie. On essaie on se fait donner une recette, là, puis on pense que si on suit cette recette-là, bang, on est heureux. On est heureux. Là, finalement, quand tu la suis, cette recette-là, tu réalises que, mais c'est peut-être pas ma recette à moi. C'est peut-être pas ça, là. C'est exactement. Pour moi, le bonheur. Fait que c'est ça aussi qui est challengeant, c'est de trouver qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Puis ça demande d'aller en soi, puis de s'écouter. Puis on n'a pas appris à faire ça. On n'a pas appris. Enfant, fait que là, c'est comme, c'est beaucoup de travail de détricotage. Mais là, moi, je veux savoir, mettons, je t'imagine là, avec ta boutique devant le Palais des Congrès, l'autre à Laval, Vicky qui se lance en affaires, qui n'a pas vraiment fait ça avant. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes des vidéos YouTube? Tu vas sur Internet? Comment est-ce que tu apprends? Tu as reçu du mentorat? Je te parle de ça parce que, tu sais, moi, je suis un peu comme... Je commence à être un peu entrepreneur. Tu sais, avant, je me faisais appeler pour des contrats. Oui. Là, je vois ce changement de paradigme. Oui, je comprends. Puis là, je me dis, mais quand on n'a pas été outillés puis qu'on n'a pas valorisé ça dans nos vies de femmes, disons-le. Tout à fait. C'est la vérité. Tu sais, enfant, on s'est pas fait encourager, là, justement, à comprendre les finances, à mettre de l'argent, à comprendre les rouages de tout ça. Absolument. Puis là, de se lancer, moi, je me rends compte que je suis en arrière, là. J'ai du retard à rattraper, là. Oui, puis, tu sais, je veux dire, puis je le comprends tellement, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement d'associations, de regroupements, mon Dieu, de centres de formation, de livres, de podcasts. Wow! Même à l'université, si tu veux retourner à l'université le soir, tu peux avoir des cours intensifs de quelques semaines pour te donner le petit kick que tu as besoin pour te remettre mise à jour sur certaines matières, ça peut être la littératie financière, ça peut être au niveau de la comptabilité ou différents éléments que tu as besoin pour te permettre de devenir une entrepreneur. Mais moi, à l'époque, my God, il fallait que, encore une fois, ça a été le réseau, puis de demander. Tu sais, d'apprendre à demander, c'est difficile. Ouais. Ça a été vraiment difficile pour moi de demander parce que dans ma culture, on ne demande pas. Tu sais, tu dois rester dans la souffrance. C'est comme ça que moi, j'ai été élevée. Tu sais, ça vient
ça vient de la mentalité de l'esclavage, mais c'est comme si on doit rester dans la souffrance, puis on gagne notre vie avec ce qu'on a, notre petit pain, mais on n'a jamais appris à aller demander de l'aide, parce que c'est comme ça vient avec la honte de l'esclavage, tu comprends? Fait que tu te formes comme une carcasse. Ouais. Fait que d'apprendre, oh my God, la fierté. Ouais. Donc, d'apprendre à demander. Fait que moi, il fallait que j'aille demander à des gens qui étaient dans le domaine. Puis je regardais ce que les autres faisaient. Je regardais il y avait un peu de vidéos, un peu qui commençaient à se présenter sur les, pas les réseaux, mais l'Internet plutôt. C'était lire des livres spécifiquement ou c'était vraiment ça. Puis par mon intuition, j'ai dû apprendre à naviguer. Qu'est-ce qu'une boutique avait de besoin? Comment est-ce que je vais utiliser mes stratégies innées pour vendre mon produit? Donc, utiliser ma propre voix, mes propres intuitions, mes propres talents d'entrepreneur, parce que c'est ça, être entrepreneur, c'est d'apprendre à se vendre. Hein? Ouais. Il faut apprendre, il faut avoir cette capacité-là. Sinon, tu vas trouver ça difficile. Tu ne peux pas toujours donner la job à quelqu'un. La première personne pour bâtir son entreprise, la première personne pour la vendre, c'est toi-même. Donc, avec ça, c'est le premier outil que tu as. Fait que you can create miracles. Tu peux créer des miracles. Puis après ça t'a amené vers V Cosmétiques? Oui, ça m'a amené quelques années plus tard. Oui, c'est ça, tranquillement. Parce que j'ai eu un dégât d'eau, puis ça a été un gros obstacle qui a fait en sorte quand j'avais bâti le groupe 3737 entre les deux. On pourra en reparler après. Fait qu'il y a eu le groupe 3737, puis j'avais plusieurs espaces de bureaux commerciaux qui étaient là parce qu'on savait qu'on allait créer un espace justement pour aider les entrepreneurs. Mais ceci dit, c'est venu quand j'ai eu mon dégât d'eau parce que j'avais fermé mes magasins. J'ai transféré tous mes vêtements parce que je faisais du B2B, fait que je vendais quand même à d'autres boutiques un peu partout à travers, quelques boutiques aux États-Unis, en Europe. Tu sais, je faisais ma petite bosse ici au Canada aussi. Fait que je me suis dit, je vais juste faire un showroom, puis je vais continuer ma vente B2B, puis ma vente en ligne. Puis je venais de terminer un étage, j'avais fait l'amélioration locative, où est-ce que mon showroom était positionné, puis où est-ce que l'entrepôt de mes vêtements était. J'ai perdu ça en quelques minutes, une nuit d'hiver. Il a fait moins 40, puis durant la construction, il y a un des gars de chantier qui a laissé la porte entrouverte. Fait que ça a comme créé un genre de courant d'air extrêmement froid, puis c'était une fin de semaine super froide. Fait que ça a fait exploser les tuyaux, puis j'ai perdu comme 500 000 de stock. Fait que c'est toujours la croisée des chemins. Ouais. Alors, j'allais pas réinvestir tout ça. C'était comme une autre perte, un autre deuil. C'était extrêmement difficile. Fait qu'il me restait juste quelques échantillons dans mon showroom qui ont survécu parce que c'était sur des racks. Donc, tout ce qui était dans des boîtes, forget it, j'ai tout perdu. Ouais. Alors là, c'est par suite de ça, quelques mois plus tard, on m'a approché parce qu'on savait que j'étais dans le monde des affaires, dans le monde de la mode, j'avais d'autres entreprises, j'étais dans l'immobilier, tout ça. Puis, on m'a approché pour me dire, regarde, tu es dans le domaine de la mode, beauté, c'est la même chose. On a un grave problème sur le marché, justement. Il n'y a pas de produits qui ressemblent à nos communautés. Fait que ça pourrait être un produit qui pourrait être intéressant. Il n'y en a pas sur les étagères de magasins. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, oui, c'est vrai. Tu sais, quand je m'en vais dans des tournages, j'arrive sur des plateaux, on n'est pas capable de trouver ma couleur. Il faut toujours... Tu sais, quand tu es habitué à faire quelque chose, tu le réalises même plus, mais je devais toujours amener ma trousse de maquillage. Tu arrives sur un tournage, puis les gens... 2015. Oui, les gens n'avaient pas ce qu'il fallait pour vous maquiller. Non, c'était grave. Ouais. Fait que par suite de ça, comme je suis une femme d'affaires, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mon étude de marché, puis j'ai réalisé que 60% du marché mondialement, c'était ethnoculturel. Ouais. Donc, c'est un gros marché. Alors, V Cosmétiques, on a décidé de le lancer, mais pas juste pour les femmes noires. Oui, je suis une représentation, puis on a la problématique dans notre sang, fait qu'on est capable de pouvoir régler les problèmes de pigmentation, de nuances, de différentes nuances de coloration. C'est plusieurs problèmes. Là. C'est pas juste la pigmentation, c'est aussi la chimie de la peau. C'est la chimie de la peau et tout ça. Fait que c'est là que j'ai réalisé que toutes les femmes avaient le même problème. Même toi, tu pouvais avoir le même problème de pouvoir trouver ta bonne pigmentation. Ouais. Que les grandes entreprises, nécessairement, avec tout l'engrenage, que ce soit politique ou que ce soit au niveau de la production marketing, c'est beaucoup pour eux de mobiliser puis d'être agile puis de pouvoir amener que des produits qui sont spécifiques juste pour un seul marché. Donc, nous, c'est ça notre force. Fait que je me suis dit, on va aller chercher le monde
le monde, puis d'être une voix pour ce monde-là, puis d'être représentatif, justement, pour les sous-représentés de notre société, avec une touche que, bon, tu as une femme noire qui est à la tête de cette entreprise-là, qui comprend la réalité. C'est ça, c'est ce que je trouve beau, c'est qu'on n'imagine pas, on n'y pense pas vraiment, mais c'est beaucoup des hommes blancs qui sont à la tête de cette industrie-là, de la beauté, qui s'adresse aux femmes. Absolument. Les gens qui prennent les décisions, c'est pas les gens qui consomment les produits. Non. Puis il y a quand même un problème à ce moment-là. Donc, d'arriver avec quelqu'un qui est comme... Moi, je suis une consommatrice, là. C'est exactement ça. Puis j'ai besoin de ça. Exact. Ouais. Puis souvent, c'est un autre conseil qu'on recommande. Si tu veux commencer en affaires, mais commence avec... Tu sais, va au plus profond de toi. Il y a quelque chose que tu as besoin, que tu n'as pas, qui te dérange depuis des siècles et des siècles. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais amener sur le marché? Fait que moi, c'est vraiment comme ça qu'on l'a amené. Puis on a pu déployer, mais déployer, c'est pas facile parce que c'est quand même un océan, comme tu dis, qui est le dénominateur commun, c'est l'homme blanc. Mm-hmm. Fait qu'il fallait que je sois en mesure d'être capable d'instruire, je te dirais plus. Ouais. D'instruire, puis quand je parle, c'est toute la chaîne qui s'ensuit. Donc, on a la chaîne de le manufacturier, tu as la chaîne des détaillants, des acheteurs, tu as tous ces gens-là qui font ça, qui sont pas habitués, que ça fonctionne non, ça marche de même d'habitude, on fait ça comme ça. Voilà. Ouais. Tandis que les autres, ils vont lancer un produit, c'est tout. Non, moi, il faut que je retourne toujours au niveau de l'éducation, d'éduquer. Est-ce qu'on peut trouver cette matière première-là? Est-ce qu'on peut discuter que je peux pas juste être seule sur une étagère de magasin, on peut peut-être en amener plusieurs, comme toutes ces 150 autres marques-là qui sont présents. Bien, il y a une éducation à faire. Fait que le rôle que j'ai va au-delà de juste vendre un rouge à lèvres. Mm-hmm. C'est encore une fois une mission, c'est une mission de vie. Oui. Ça me fait penser à, tu sais, Madame C.J. Walker. Oui! Ça a été la première... Est-ce que tu l'as vue? Ben, j'ai pas vu la série, mais j'avais lu un reportage sur elle. Puis ouais. Pour les gens qui connaissent pas, ben là, c'est sûr que tu la connais, voyons. Là, mais je résume pour les auditeurs, ou tu peux résumer aussi. Vas-y. Mais c'est la première femme afro-américaine qui a été millionnaire. Oui, absolument. Et comment elle a bâti ça, veux-tu nous le dire? My God, écoute... C'est avec des produits capillaires. C'est avec des produits capillaires. Ouais. C'est vraiment fascinant. Puis, elle y allait une personne à la fois chez elle, en cachette, en passant, parce qu'elle avait presque même pas le droit de pouvoir vendre ces produits-là publiquement. Ouais. Écoute, ce qu'elle a dû passer à travers, puis tranquillement, elle a commencé à aller chercher... Tu sais, nous, aujourd'hui, on appelle ça des influenceurs, mais elle a été chercher les personnes qui étaient quand même assez aisées, les personnes qui en avaient besoin, que personne pouvait régler leurs problèmes capillaires, les cheveux crépus, comme on connaît l'expression aujourd'hui. Donc, petit à petit, mais avec tellement de défis, on pourrait en parler pendant des jours. Ouais. C'est vraiment fascinant, son histoire. Vanessa, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'était comme un genre de tissé. Elle l'a vraiment tissé à la main. Avec la communauté. Avec la communauté. Elle est allée cogner chez les femmes qui avaient besoin de ce produit-là. Puis de dire, je sais là, que les dirigeants d'entreprise pensent que c'est pas important vos besoins, puis vous font croire que, voici, achetez cela. Voilà. Mais non, nous, on a besoin d'autre chose, puis je vous l'apporte. Puis je trouve ça beau. On dirait que ça... Oui, c'est un peu le même lien. Oui, c'est un peu ça. C'est un rôle à jouer, vraiment de mobilisation puis de mouvement. Tu sais, c'est un mouvement qu'on crée que ça doit devenir une norme. Ben, j'ai déjà eu une discussion avec un acheteur, justement, qui m'a dit, mais tu sais, j'en ai déjà une qu'on est en train de discuter, mais c'est toi qu'on voulait, mais on n'arrivait pas à trouver ton courant. Mais pourquoi juste un? Ouais. Tu sais, là, tu es en train de nous cannibaliser. Oui, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le choix non plus, tu sais. Non, c'est triste. Fait que tu vois, c'est différentes couches. C'est intéressant parce que les gens n'ont pas ce contexte-là, ils ne comprennent pas nécessairement tout ce contexte-là, mais c'est ce qu'on vit en arrière, des coulisses, que ça a l'air tellement beau et magnifique et tellement facile. Non, mais c'est parce que là, on a Vicky aujourd'hui en 2024, mais là, c'est sûr que si on parlait à la Vicky il y a comme 10 ans, ça je l'admire pour avoir été la première femme millionnaire. Ouais. It's mind-blowing. Mind-blowing. Parlant de première femme millionnaire, là, est-ce que tu es à l'aise qu'on parle d'argent? Ben ouais. Ouais?
Parce que j'ai vu que ton entreprise était dans le top, en tout cas, puis ça, Oui. tu sais, mais il y avait une classification Oui, oui, de les affaires, de chiffre d'affaires. Femmes en Femmes en affaires, c'est ça. Hein? Exactement. Puis là, je voyais que ton entreprise, c'était dans les tops de chiffre d'affaires entre Oui. 5 et 10 millions. Tout à Là, fait. j'étais comme, oh, Isn't it crazy? oui, Crazy. premièrement, Oui, comme bravo. oui, c'est rare. Parce qu'on est 0,1% des femmes racisées noires à avoir un chiffre d'affaires qui dépasse ces chiffres. Tu m'as dit 0,1 0,1%. Ça, c'est même pas 1%. Là. Non. C'est Quand même, hein? incroyable. Fait Wow. qu'est-ce que ça demande? Tu peux faire les mathématiques. Ouais. C'est vraiment très corsé Ouais. pour y arriver. Ben, tu sais, de Puis, façon générale, ouais. même les femmes, je veux dire, si on élargit encore Oui. plus, là, Oui. que dans les millionnaires sur cette Exactement. terre en ce moment, là, qui se sont levés ce matin, Oui. là, puis qui marchent Oui, la oui. terre en étant Absolument. plus que millionnaires, c'est 90% C'est masculin. C'est ce que j'allais 10% dire. seulement C'est de à peu femmes. près les dernières données que j'avais vues. On était proche du 12% Ouais, c'est ça, ça seulement. augmente un peu. Ça augmente un tout petit peu, Mais mais là- c'est pas plus. Alors là, si on rentre dans l'intersectionnalité de tout ça, Exact. tu décortiques tout ça, ma chère, on est à 0,1% 0,1%. qui réussissent. Wow. Fait que là, voir à rentrer dans le 7 chiffres. Je t'ai juste dit 6 chiffres. Oui, oui, oui. Cette chiffre, c'est comme C'est- une anomalie, Tu comprends? presque, là. Fait que ça devient une autre mission pour moi, Ouais. de vouloir mentorer, de coacher, d'offrir des conférences justement aux femmes. Déjà, en général, pour moi, le leadership au féminin, c'est Oui. un enjeu. Mhm. Fait que je couvre toutes les communautés, je couvre la femme, point. Je trouve que je suis une représentation du Québec. C'est à ça que le Québec doit ressembler maintenant. Oui. Tu sais, on ne devrait plus avoir la discussion trop de diversité et tout ça, parce que l'enjeu de la littératie financière, c'est la femme, point, qui a cet enjeu-là. Puis je vais avoir un programme plus spécifique pour les femmes racisées, parce que c'est un autre enjeu, parce qu'on doit défaire des mentalités Ouais, c'est comme si d'esclavage t'avais et juste tout. un C'est pas autre juste, niveau c'est un autre encore niveau plus qui est profond. un peu Ouais, plus ouais, profond à travailler, qui est vraiment, on n'y pense pas encore une fois, mais les systèmes qui sont institutionnalisés présentement ont été faits pour des codes postaux qui sont avantageux et non qui sont pour des codes postaux. Quand je dis codes postaux, c'est vraiment les quartiers, c'est vraiment d'où est-ce que tu viens, ce que ta famille a rapporté. On parle de tout ça là, quand je parle de codes postaux. C'est pas fait pour des codes postaux qui sont dans des quartiers défavorisés ou des quartiers plus communautaires ou ethnoculturels. Donc ça, là, c'est de défaire, c'est de travailler en amont avec ces institutions-là. Ce qu'on a fait aussi avec le groupe, c'est d'amener à leur faire comprendre qu'il faut changer certains critères pour leur permettre d'avoir un accès au financement, pour leur permettre à ce moment-là maintenant de croître. Parce leur que c'est ça, entreprise. tu sais, pour qu'il y ait je le redis encore, 0,1% des femmes. Ça fait mal à Oui, entendre, hein. c'est ça fait fait vraiment, mal. vraiment mal. Ça veut dire que les obstacles, c'est davantage au niveau du financement. c'est clair que c'est systémique. majeur. Comme, qu'est-ce que tu as Oui. remarqué qui était justement pas fait pour encourager ton genre d'entreprise? L'accès au réseau, Ouais. l'accès au financement, ces deux-là. Tu sais, Il y a toute cette question d'intimidation-là. Ils sont intimidés d'aller dans d'autres réseaux. Fait que moi, qui est présentement à la présidence du Conseil de la Chambre, on est peu parce qu'il y a un écart entre les communautés. Puis c'est pas parce que la Chambre ne veut pas ou que les communautés ne veulent pas, mais il y a toute cette intimidation-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je peux faire pour rentrer dans ce réseau-là qui a l'air intimidant? Tu sais, quand tu arrives là, on est 1000 dans une salle, puis on a peut-être 3 du genre de la diversité. C'est intimidant. Fait que les gens ont peur de continuer à naviguer à travers ça. Fait que ça prend de l'audace. Tu comprends, Vanessa? Ça prend beaucoup d'audace. Ben oui. Au-delà de, moi, si je fais, contrairement à ma consoeur qui peuvent être dans le même palmarès que moi, je dois faire 4 fois plus d'efforts pour pouvoir arriver au même objectif. Mais ceci dit, il y a le financement, il y a le réseau, les ressources qui ne sont pas disponibles. Ça, c'est l'enjeu majeur. Fait que c'est pour ça qu'il faut créer justement des regroupements comme le groupe 3737 qui a permis à des milliers d'entrepreneurs de pouvoir bénéficier de ces réseaux-là parce que c'est pas juste d'avoir créé des programmes, c'est une chose, mais d'aller chercher ces différents paliers gouvernementaux ou ces différents acteurs de l'écosystème qui sont privés, qui ont une expertise, que ce soit en marketing, que ce soit en actuariat, en comptabilité, en droit, en, mon Dieu,
à toutes ces différentes sphères-là qui peuvent aider, venir, donner leur expertise, c'est pas juste monétaire, qui peuvent venir aider ces entrepreneurs-là à se propulser. Puis ça, c'est des choses qu'on n'a pas accès. Ça a l'air de rien, là. C'est pas juste ça, partir en affaires. C'est parce que si tu n'as pas accès à ces ressources-là, tu peux pas être touché comme ça directement. C'est très difficile. C'est très difficile. On part de loin. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a comme... Oui. Je vois les réseaux comme un peu comme des vases qui se parlent pas. C'est ça. C'est vrai, ils ne sont pas communicants. Comment tu peux communiquer? Comment tu peux trouver justement du financement, trouver des liens avec des gens? Exactement. Si jamais on s'est parlé avant aussi, il y a si peu de personnes qui se parlent. Oui. C'est ça. Puis c'est pour ça que je trouve ça tellement beau ce que vous faites, ton mari et toi. Est-ce que tu as envie un peu de nous le décrire? Parce que je pourrais, moi, le décrire selon ce que j'ai lu, puisque j'en comprends, mais le groupe 3737, c'est un incubateur. Oui, c'est un incubateur. C'est une plateforme, justement, qu'on a créée en mars 2012 avec l'intention de pouvoir, justement, changer le narratif des communautés noires au départ, parce qu'on est né, on a grandi dans les quartiers Saint-Michel, Montréal-Nord. Pour les besoins de l'audience, pour qu'ils comprennent, c'est quand même les deuxièmes quartiers les plus défavorisés à travers le Canada. Ouais. Alors, on est vraiment dans la pauvreté pour la plupart. Donc, c'est de changer ce narratif-là puis d'amener une rhétorique qui est positive, d'amener une plateforme qui puisse aider non seulement ces entrepreneurs-là qui viennent de ces quartiers-là, ces jeunes-là, puis ces enfants-là qui sont comme vraiment, malheureusement, qui n'ont pas de modèle. C'est vraiment de créer des modèles de réussite à travers un regroupement, à travers différents programmes pour pouvoir leur donner espoir qu'un jour, ils pourront atteindre leurs rêves. Et non que ça devienne toujours, OK, on entend dans les médias, il y a des gangs de rue, il y a des drogues, il y a tellement l'effet de la pauvreté qui fait en sorte que ça crée un engrenage qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas passer à l'autre niveau. C'est soit qu'ils vont dans l'entertainment ou dans le sport. C'est ça. Mais il y a l'éducation, le transfert de savoir. Nous, c'est ce qu'on a voulu créer. Tout passe par l'éducation, Vanessa. Le transfert de savoir, nos expertises autour de la table, que ce soit tout le monde inclusif. Puis c'est ça le message, c'est que nous, quand on a créé le groupe, c'est que ça devait devenir inclusif. C'est pas juste pour nous, que pour nous. Il faut que ça devienne en sorte que ça devienne un travail collectif de société, que tout le monde se mette ensemble pour arriver à découdre ce problème de diversité. Puis qu'un jour, le mot diversité, mon rêve à moi, qu'il n'existe plus. Ce serait génial qu'on devienne la compétence. C'est un vieux terme là, qui est archaïque. Là. Ça commence à devenir... c'est plus à la mode. Là. Es-tu allée d'en entendre parler? T'as pas idée. Les poils me lèvent à chaque fois que j'entends de la diversité. Ouais. Je sais qu'on doit l'utiliser pour catégoriser le tout. I understand. Mais sauf qu'à un moment donné, là, nous, ce qu'on veut faire, c'est de mettre des modèles champions de l'avant pour démontrer qu'on a les capacités puis qu'on a les compétences à pareille égale. Et que la diversité amène l'innovation parce que les différentes émergences de culture, les différentes façons de voir, les différents talents, les différents regroupements, ça amène de la plus-value dans n'importe quelle organisation, puis c'est prouvé. Oui, mais c'est ça, on dirait que la personne qui t'a mise dehors, là, disons, de ton premier emploi, ben pas de ton premier emploi, mais de ton emploi en mode, tu sais, ou les gens qui t'ont dit non, des fois pour vie cosmétique, on dirait que c'est ce que beaucoup de gens ont de la difficulté à avoir, c'est comment, c'est juste enrichir de plusieurs perspectives. C'est exact. Puis plus on enrichit la perspective, plus le résultat final est beau. Et comme ça l'amène à un autre niveau. Fait que c'est ça, on dirait que... La croissance horizontale, la croissance exponentielle. C'est l'enrichissement, on en a parlé au début, mais l'enrichissement d'autrui. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a vraiment pas de prix. Puis si tout le monde prenait le temps, mon Dieu, qu'on serait dans un monde meilleur, on n'aurait pas les guerres qu'on voit actuellement, on n'aurait pas les crimes qu'on entend, la destruction de cette planète qui est en train de se faire, l'environnement. On n'aurait pas tout ça parce qu'on se mettrait tous ensemble puis on amènerait des solutions viables. Est-ce que tu as entendu des histoires avec Franz, avec ton mari, sur des histoires d'entreprises qui sont nées grâce au groupe 3737? Oui, on a des belles histoires. Oui, j'imagine qu'il doit en avoir au fil des ans. Mon Dieu, on en a des belles. Puis, tu sais, ce qui est beau à voir, j'ai eu un moment d'émotion la semaine passée. Il y avait le Gala Dynastie. Oui. Tu connais le Gala Dynastie avec notre chère Carla Beauvais. En tout cas, fait que c'était durant une partie du show, ils ont comme fait c'était comme une annonce des différents événements qui s'en viennent, puis des partenaires, fait qu'il y avait des vidéos et tout ça, puis nous, on était partenaires commanditaires du Gala Dynastie, le groupe 3737, puis à un moment donné, il y avait une vidéo, mais nous, on n'est plus dans les opérations. C'est ça.
Tu sais, fait qu'on a toute une belle équipe. On a des gens qui étaient avec nous. Tu sais, c'est ça, quand tu crées un mouvement, c'est le leadership de l'influence qui fait en sorte que tu rallies des gens autour d'une cause, qui fait en sorte que maintenant, ça continue. C'est ça, le pouvoir le vrai leadership. Tu sais, c'est de vraiment semer une graine dans un, puis ça élève les autres, en tout cas. Mais quand je suis arrivée, on n'était pas au courant qu'il y avait une vidéo. Fait que là, il y avait une vidéo de différents entrepreneurs qui étaient en train de témoigner du positif que ça leur a amené dans leur vie de faire partie du groupe 3737. Puis il y avait peut-être une dizaine d'entrepreneurs. Puis après ça, à la fin, on a ce slogan-là qui est « Je suis 3737 ». Fait que là, chaque personne disait à leur suite « Je suis 3737, je suis 3737 ». Puis j'étais comme « Oh my God ». Mon mari et moi, on était assis, puis j'ai comme eu un moment d'émotion. C'est de voir tout cet acharnement-là, puis de voir qu'on a tellement béni des gens, puis qui sont... c'était un moment, là. Puis, tu sais, à chaque fois que je m'en vais dans des conférences ou dans des événements, puis que je vois tous ces entrepreneurs-là qui sont comme « Oh mon Dieu, c'est grâce à vous! » Parce que, tu sais, vous y avez pensé, vous avez crevé l'abcès, la diversité était tellement pas sexy à l'époque, Vanessa. Puis c'est de voir qu'aujourd'hui, mon Dieu, il y a tellement de gens qui sont impactés par ça. Puis qu'on se dit toujours que justement dans ce regroupement-là, qui est dans le quartier Saint-Michel, c'est là où est-ce qu'on a acheté l'immobilier. Il va y avoir le prochain Facebook qui va sortir de là. Les idées qu'il y a, qui émergent de ça, c'est malade mental. C'est incroyable. Ça doit tellement être gratifiant. C'est gratifiant. C'est pour ça que je le dis. C'est tellement gratifiant quand tu arrives à toucher l'autre personne puis que ça devienne exponentiel. Ça devient comme une flèche qui est en continu, comme une étoile filante. Ça, là, c'est plus grand que tout. C'est plus grand que tout. Puis là, après ça va toucher mes enfants. Fait que là, il y a des gens qui viennent voir mes enfants à l'école, puis ils sont comme « Hey, tu sais, c'est tes parents qui ont fait ça. » Mais c'est même pas pour la valorisation. C'est que mes enfants ont compris que là, eux autres, ça leur a ouvert des portes, puis que eux autres, ils peuvent en parler ouvertement. Parce que je te dirais qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas avoir ces genres de conversations-là, juste il y a 20 ans. Fait que c'est de voir maintenant que mes enfants sont conscients que là, maintenant, il y a une ouverture, puis qu'ils vont pouvoir atteindre leurs rêves. Ben oui, mais vous avez pavé la voie pour vos enfants aussi. Oui. Vous avez offert un C'est autre ça, modèle. Puis là, c'est comme le modèle se multiplie. C'est pas Vicky et France. Non, c'est pas pour nous. Non, mais tu sais, des c'est figures, vrai. c'est comme de dire, mais non, mais là, il y en a beaucoup des exemples. Puis peut-être que toi, tu vas raisonner avec cet exemple-là ou cet exemple-là de personnes. C'est ça l'objectif. Donc, c'est aussi simple que ça, la vie. On la rend complexe. Mais pourtant, puis on en parle, puis on est toujours dans la complexité. Même moi, des fois, il faut que je me ramène. Je suis comme, pourquoi que là, je suis en état de panique, puis je peux pas respirer, là, ça n'a pas rapport, là. La vie, elle doit être simple, on doit la décomposer. Ça peut pas être complexe. Tu sais, ça peut pas être complexe. Dans n'importe quelle croyance que tu as, il faut se ramener à être ancré à la terre, à la nature. Ça doit être simple. Tu sais, tu me racontes ton histoire avec le groupe 3737, puis là, je revois des flashs de ce que j'imagine ton papa à son... Oui. Tu sais, puis je me dis, c'est ça, c'est vraiment ça, tu sais, par ce qu'il a créé, ça a aussi amené la personne que tu es en ce moment qui fait rayonner. Puis je me demandais comme, tu sais, vous êtes quand même en couple dans ce projet-là et dans plusieurs autres projets, effectivement. Plus le projet familial, comme vous êtes vraiment très, très liés, mais quand même la chance que vous avez de vous être trouvé et d'avoir des valeurs comme similaire, parce que c'est quand même un Y, là, j'ai l'impression de dire, parce que le groupe 3737, c'est pas juste, tiens, on va donner notre extra argent, là, puis organiser. Vous êtes vraiment impliqués, puis vous auriez pu choisir, là, je sais pas, là, de mettre cet argent-là sur ça aurait été bien plus facile. Yacht. Absolument, mais c'est tellement vrai. Vous auriez pu faire ça, je veux dire, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de, non, nous, des fois, c'est autre chose. Je fais à la blague, là, on s'est tellement investi, puis les gens comprennent pas l'envers de la médaille quand tu vois un couple comme Vicky et France qui ont un beau succès, qui sont, tu sais, ils ont un certain impact, une certaine visibilité, mais ils comprennent pas le tricotage qu'on a dû faire. Puis on parle de ça, nous, on vient pas des années 1900 non plus. C'est fou, là. On a dû se battre. Puis je le dis souvent, si les deux, on avait pris la décision, parce qu'il fallait que je suive France aussi, parce que moi, je n'étais pas rendue là. C'est lui qui m'a amené la vision du groupe. Puis j'étais comme, c'est un peu malade. Puis je trouvais ça beau, mais en même temps, j'étais comme, j'avais pas réalisé ce que ça prenait, parce que j'avais pas réalisé l'ampleur
des enjeux qu'on avait dans notre société. Ça a pris 10 ans avant d'avoir le premier vrai investissement, subvention. Ouais. C'est 10 ans qu'il faut bâtir avec tes propres fonds. L'argent venait de vous, C'est là. des effets de levier. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des idées qui ont été préconçues, qu'on a utilisé probablement l'argent du groupe pour bénéficier de nos entreprises. C'est le contraire. On a été dans le rouge, puis des fois, on est encore dans le rouge pour la structure. C'est énorme parce que ça nous a ralenti. Ralenti. C'est pas ralenti, mais dans le sens que, je veux dire, ça met un frein parce que là, il fallait qu'on fasse un peu des jeux, vraiment un jeu d'échecs pour savoir, OK, là, on va utiliser cette partie-là, on doit payer nos factures, on doit réinjecter dans l'entreprise pour pouvoir, dans nos entreprises à nous, mis à part Groupe 3737, puis là, il faut injecter dans les programmes pour continuer l'histoire. Écoute, c'en était étourdissant par moment. Ben, je t'ai même Fait que entendu c'est dire... là que j'ai appris à vraiment gérer le cash flow. Ouais, là. mais c'est ça. En fait, c'est ce que j'ai pris conscience avec toi, c'est que ça a l'air magique quand on n'est pas dans le monde des C'est affaires. ça. On dit, ben, ils ont des moyens presque illimités, puis ils font juste faire, oui, j'approuve cette transaction. Mais non, tu me disais même que vous avez dû aller dans les comptes de vos enfants. Ah, je te jure, c'est capoté. C'est vraiment capoté. Tu sais, c'est un réel c'est un réel investissement. Et un risque, ouais. Puis c'est un risque. Fait que, tu sais, on aurait pu tout perdre. Puis c'est toujours un risque, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut que tu sois prête à naviguer dans le risque continuellement parce que c'est jamais garanti. Puis c'est pour ça, je pense qu'on arrive toujours à se garder à cause de tous les défis qu'on a eus, tous les obstacles qu'on a eu à vivre, puis que c'est encore pas facile. Ça nous permet de nous ramener sur terre puis de nous garder quand même assez humbles, de croire que ça prend 1 seconde pour tout perdre. Fait que personne n'est rien. Il n'y a pas de niveau. Ouais. Tout le monde est au même niveau. Donc, attention, watch out. Il faut que tu continues. C'est vraiment ça. Puis je dis souvent à la blague, si on n'avait pas investi dans le groupe, j'aurais été une très belle fille. J'aurais pas besoin de mettre du maquillage. J'aurais été comme Vanessa aujourd'hui, faire la vie, oh my God, les voyages sur des... Oh my God, girl! Je t'aurais appelé Vanessa, on s'en va à Milan aujourd'hui, c'est moi qui paye. Oui, puis j'ai mon appartement. Puis j'ai mon appartement. Mais t'aimes quand même le luxe et les belles choses. Oui, bien sûr. Oui, c'est mon identité. Ben puis c'est oui. comme ça que je raconte mes histoires parce que je veux aussi faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien de mal à aimer quand même, tu sais, des belles choses et C'est du ça. matériel. C'est comme une certaine récompense qu'on se donne, mais ça nous fait du bien. Ça fait du bien. Alors, tant que ça ne devient pas toxique, il ne faut pas que ça devienne toxique parce que je suis capable, Vanessa, tu nous as vus à Paris, on est vraiment capable de rester en jogging, no make-up. Moi, je suis capable de rester sans make-up, hein, même si je suis à la tête d'une compagnie de make-up, mais je suis vraiment capable de faire 1, 2, 3 semaines easy, sans problème. Moi, je suis très terre-à-terre comme ça, j'ai aucun problème. Ça ne me définit pas. Faut pas que ça te définisse, le luxe. 100%. Faut juste que ça te ramène un simple petit bonheur puis que tu peux raconter. Moi, j'aime l'art. Fait que pour moi, je raconte une histoire. Oui. J'ai du fun avec ça. Puis ça fait Je me partie prends pas au sérieux. de qui tu es. C'est Je veux dire, tu débarques, je veux dire, on voit que tu as du plaisir à J'ai du t'habiller. plaisir. C'est de la création, c'est de la Comme créativité. toi, Ouais, c'est moi la aussi, même j'ai du chose. fun. Parce que tu as du fun. Mais je T'es trouve- super excentrique aussi. Oui, mais je trouve Dans ta ça, simplicité. je trouve ça tough des fois de tu sais, d'arrimer ces deux... Tu sais, quand tantôt tu disais Vicky d'un bar, Vicky de l'autre, Oui. là, qui s'obstine. Mais moi, c'est un peu ça. Des fois, j'aime les belles choses. Tu sais, j'apprécie le luxe. Puis en même temps, moi aussi, je suis animée par changer le monde. Tu sais, on veut changer les choses. On veut avoir un impact positif. Puis là, des fois, de me dire, waouh, je prends cet argent-là pour m'offrir du luxe. Tu sais, comment est-ce que tu arrives à naviguer ça, justement? Puis je rajoute une partie 2 à ma question. Ouais. En plus, dans une communauté où il y a beaucoup de pauvreté, c'est vrai. comment est-ce que... Ça, c'est extrêmement là, difficile. t'es aussi une figure, les gens te regardent avec admiration, mais en même temps, est-ce qu'il y a une forme de culpabilité? Comment est-ce que tu danses avec tous ces niveaux-là quand même complexes? Puis comment est-ce que tu arrives à trouver ton centre là-dedans? Parce que j'ai trouvé mon why. Parce que je redonne. Fait que ça fait en sorte que moi, ce que je me dis, j'éduque maintenant, qu'on éduque nos communautés à justement avoir une meilleure relation parce qu'on a beaucoup... C'est une culture... C'est vraiment culturellement francophone, je te dirais. La relation qu'on a avec l'argent, c'est pas juste dans nos communautés, mais le Québécois a beaucoup de difficultés à apprécier l'argent et d'en parler et de bien vivre. Être fier. Être fier.
Ouais. Mais c'est une fierté. C'est correct de pouvoir se procurer certaines choses qu'on n'a pas eues dans notre vie parce qu'on a travaillé fort. Fait qu'il faut apprendre à se dire que c'est comme une petite récompense, mais en notant que tu redonnes. Ça peut pas juste venir puis que ça découle dans tes poches à toi seulement. Ça, c'est un acte de selfishness, puis tu vas voir, c'est très égoïste, mais qu'est-ce qui va arriver plus tard dans ta vie? Tu vas être malheureux. Mm-hmm. On s'entend. C'est ça la règle. Il faut que tu arrives à trouver ce juste milieu-là, mais parce que je redonne tellement que moi, je me dis, c'est correct aussi de pouvoir vivre un peu. Il n'y a rien de mal à ça, de se créer de la richesse. C'est plus tu amènes cette énergie aussi de l'abondance, plus tu vas pouvoir en redonner. Mm-hmm. C'est 1 + 1. C'est des mathématiques. Si on va aller de ce côté-là, c'est quand même des mathématiques. Tu redonnes, t'en reçois, mais tu as le droit aussi de te faire plaisir. Ouais. Sinon, là, on devient misérable. C'est ça. Puis est-ce que c'est Je veux plus pas devenir valeureux d'être misérable? Non. Tu sais? Tu Ouais. comprends? Non. Qu'est-ce que Faut tu apprendre à penses être heureux. quand les gens ils disent money is the root of all evil? Ah non, pas pour moi, personnellement. Je trouve que ça devient, quand tu arrives dans cette perspective-là, je trouve que pour moi, personnellement, à mon opinion, ma grande opinion personnelle, je trouve que là, tu es rendu dans de la vanité. Tu sais, là, je trouve que là, tu passes au-delà. Là, tu as une autre relation qui devient plus pervers avec l'argent parce que tu deviens déconnecté de la réalité. Là, il y a « nothing else matters ». It's not the... Tu sais, ça peut pas être la cause de tu sais, ça peut être vu aussi, Vanessa, que ça peut être la cause de bien des problèmes. C'est pour ça qu'il faut revenir à la simple base qu'il faut trouver des terrains d'entente avec nous-mêmes pour s'équilibrer dans la vie. Ça peut pas être juste l'argent, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois dans notre conversation aujourd'hui. Parce que c'est ça que ça fait. Quand tu perds, là, quand tu vas vers la vanité avec l'argent, tu perds le fil de la vie, ce qui est essentiel à la vie, tu perds la bienveillance, tu perds l'empathie, tu perds ta connexion avec les gens, on se perd. Puis c'est ce qui crée des pouvoirs malsains à travers le monde, qui crée des... Malheureusement, c'est vrai que l'argent est the root of a lot of problems parce que ça crée des enjeux de politique, de religion, de pouvoir, et c'est ce qui crée les guerres, c'est ce qui crée tellement de problèmes majeurs dans la vie. Si tout le monde pouvait revenir à la base, puis que ça n'aurait pas été une question de pouvoir et l'argent, on serait beaucoup mieux en tant que société. Mais tu sais quoi, je t'entends parler... Il y a plusieurs sujets que j'ai amenés là-dessus parce que c'est vrai que l'argent, pour moi, ça peut être un vice. Oui, c'est un vice. Je t'entends parler, puis je vois ce que Franz et toi, vous faites avec votre argent, puis je me dis, c'est pas l'argent le problème, c'est à l'intérieur des personnes qui ont accès à de l'argent. L'argent vient juste amplifier ça. Fait que c'est tellement plus une crise, c'est pas l'argent le problème, c'est une crise humaine, personnelle, individuelle, j'ai l'impression. Parce que là, ça crée un pouvoir, puis ça devient débalancé. Oui. Puis c'est sûr que si tu as beaucoup de pouvoir, parce que tu as beaucoup d'argent, ton impact négatif peut être vraiment, vraiment grand. Oui, mais tu peux avoir du pouvoir et pas d'influence. Hein? Oui. C'est vraiment... tu peux être pauvre puis avoir une grande influence. T'as raison. Mère Teresa, 0. Mais l'influence, les Martin Luther King de ce monde, toutes ces personnes-là qui sont beaucoup plus grandes, oh my God, c'est fort. Ces gens-là sont forts, mais ils ont un pouvoir incroyable d'influence. Ils ont influencé leur génération, des générations, pas juste une génération, ça a transcendé. Mais le pouvoir, Vanessa, quand c'est toxique, quand je parle de tu rentres dans la vanité puis que ça te définit intérieurement, comme tu l'as mentionné, c'est là le problème. Là, ça devient une guerre de « moi, je suis plus haut ». Là, on commence à avoir des catégories, on commence à avoir des niveaux. Des hiérarchies. Des hiérarchies. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce qu'il y a des gens que tu croises parce que tu rencontres beaucoup de gens? Est-ce que tu le vois des fois autour de toi? Puis comment tu réagis quand tu es dans ce genre de... Tu sais, face à ces gens-là, est-ce que tu fais comme tu sais faire, tu pries, puis tu te dis, bon, bonne chance. Bonne chance. Ouais. Exactement. Ouais. Puis j'aime faire des blagues. Fait que je vais essayer de souvent...
un peu déconstruire ou déstabiliser l'environnement parce que souvent, des fois, c'est tellement, tu sais, presque parfait, traditionnel, très protocolaire et tout, qu'il faut apprendre à pas se prendre au sérieux. Fait que j'essaie de rester moi-même. Le plus possible, il faut rester authentique. Ouais. C'est difficile de rester authentique hein, quand tu commences à rentrer dans des milieux financièrement beaucoup plus nantis où c'est difficile de rester authentique. Ouais. C'est un gros défi. Est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, d'arriver dans différents milieux, de faire face à des personnes qui ont des postes importants, que tu sais que, bon, ils génèrent beaucoup d'argent? Comment est-ce que tu restes toi-même à travers ça? Puis je l'ai vécu d'une certaine manière aussi en rentrant dans le domaine de la sphère publique. Oui, puis, comment toi, ça a été? Ben moi, ça a été... J'ai eu beaucoup à travailler avec cette espèce de honte-là de mes origines, d'une certaine façon. Oui. Puis comme tu disais, j'ai ma place à cette table-là, puis ma voix compte aussi. Absolument. Puis j'ai une pertinence que je peux apporter. Oui. Mais moi, évidemment, je la questionne souvent, cette pertinence-là, puis je me dis, qu'est-ce que j'amène? Mais c'est ça, il y a quand même quelque chose là-dedans qu'on porte, je pense, qui, des fois, ça peut être quand même un obstacle, tu sais, de sentir que si tu sais, c'est ça un peu le syndrome d'imposteur, c'est de dire, si les gens découvrent qui je suis vraiment, là, je vais être la risée. C'est un peu ça. Oui. Puis de faire, puis puis là, quand je creuse, puis je tire sur la ficelle, puis je me dis, mais j'ai peur qu'on découvre quoi de moi? Mais c'est exactement ça. De quoi j'ai honte? De quoi tu aurais honte? Ouais. Puis il faut comprendre, moi, ce que j'ai compris très récemment, là, il y a à peine peut-être 3-4 ans de ça, il faut être capable de séparer la richesse financière puis la richesse interpersonnelle parce que c'est deux mondes qui sont différents. En fait, qu'est-ce qui arrive souvent avec le syndrome de l'imposteur? C'est que on est en train de travailler dur derrière, dans nos business, travailleurs autonomes ou peu importe. On est dans le rouge. C'est pour ça que je te dis, moi, ça a été difficile parce que j'avais tout ce succès public-là, mais je suis dans le rouge. Mais j'ai réalisé que même les plus grands sont dans le rouge aussi par moment. Puis c'est deux choses qui sont complètement disparates. C'est pas la même chose. Fait que ça va aider. Si tu arrives à comprendre que tu peux avoir du succès, mais ça prend encore, tu continues à bâtir. Fait que c'est correct que des fois, you can struggle, tu peux avoir encore des soucis financiers, mais ça veut pas dire pour autant que tu n'as pas un succès et que tu es malheureux. Fait qu'il faut être vraiment capable d'avoir de travailler notre relation, encore une fois, avec l'argent, puis comment est-ce qu'on se perçoit, parce que c'est deux choses complètement différentes. Fait que tu peux avoir un succès monstre, mais tu es encore en train de bâtir. Ça peut prendre 100 ans. Tu sais, il y a des familles, là, que tu entends, des organisations, ça fait 100 ans, tu penses-tu que c'est venu comme ça? La pérennité, là, ça vient avec acharnement, avec constance, travail, constant, de l'audace, ça prend du courage, mais c'est long. Mais tu peux quand même avoir du succès parce que les gens vont respecter ce que tu es en train de présenter au grand public. La personne que tu es is successful. Oui. Mais il faut vraiment enlever ce petit nuage-là qui dit, ben, tu fais pas d'argent. C'est pas la même chose. C'est l'impact. Il faut revenir à l'impact. Puis ça, c'est difficile. Ouf, mais c'est dur. Mais non, parce que tu regardes tes livres, puis on a tellement appris à mesurer notre valeur par combien on gagne, combien on gagne, combien on vaut, mais non. Mais là, si c'est dans le rouge, c'est comme, mais je ne vaux rien du tout. Ce que je suis en train de faire, ça marche pas. Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se ramener toujours au why, à nos objectifs, puis concrètement mesurer nos impacts qui ont été positifs. Comment est-ce que ça a touché les gens, parce que le reste va venir. Ça prend du temps, là, bâtir des entreprises. Ça peut prendre 15 ans avant que tu commences à avoir des profits. C'est ça. C'est long, mais il faut être capable de se dissocier des deux. Et ça prend... C'est pas facile, ça prend du temps. Mais si tout le monde était capable de se dissocier, les gens vont... Il y a personne qui va te voir comme une fraude parce que tu l'as fait. Si tu le fais pas puis tu mens, tu t'assois chez vous puis... Tu sais, t'es en train de jouer à la loterie, là, quasiment. Ça, c'est différent. Mais si tu fais le grind, le travail de tricoter puis de tisser, qui va t'enlever ça? Personne. Actually,
Moi, j'appelle ça, c'est de la jalousie. C'est de l'envie. Il n'y a personne qui peut t'en l'enlever. So what que ma compagnie, elle ne fait pas d'argent encore. Mais je crée un impact qui est au-delà de ça. Je te trouve still successful. Tellement belle et inspirante. Pour vrai, tu sais, en anglais, on dit souvent « expander », puis je trouve que le mot « inspirant », là, on est comme tanné de l'entendre, mais comme de t'entendre parler, ça expand ma vision des choses. J'espère que ça a eu cet effet-là sur les gens qui ont écouté, ne serait-ce que, même si vous voulez pas être entrepreneur, mais de juste penser à votre parcours, à l'impact, puis c'est quoi la réelle richesse, parce que je pense qu'on est beaucoup à courir après un objectif, en tout cas, qui a été défini par la société, ma chère. Moi, j'appelle ça la matrice. La matrice. Mais finalement, de se questionner comme vraiment, qu'est-ce que je veux, là, justement, à mes funérailles? Qu'est-ce que je veux laisser comme impact? Puis qu'est-ce qui me rend profondément heureuse? Exactement. Faut le trouver. Ouais. Vraiment, c'est le ressenti, hein? Tu vas toujours rappelle-toi toujours de ça. C'est comment est-ce que la personne, comment est-ce qu'elle s'est sentie quand elle a fini de discuter avec toi, quand elle a fini un deal avec toi, or anything. C'est pas juste d'avoir signé un contrat, mais le ressenti, le bien-être, c'est ça que les gens doivent se souvenir. Ouais. Quel impact qu'on a eu. Puis tu sais, si je reviens au début de ce qu'on discutait, moi, je grandis en discutant avec les autres. Comme aujourd'hui, je reviens à ça. Même en discutant avec toi, des fois, je suis comme, ça doit être le Saint-Esprit qui m'a fait dire ça, parce que je suis comme, même moi, ça continue à m'amener sur d'autres horizons, d'avoir une belle conversation comme on a eu aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, j'en amène, je suis consciente, mais il y a des fois, ça m'a amené, mon Dieu, un ha-ha moment. Oui, mais c'est fou des fois, hein. Tu dis, c'est le Saint-Esprit qui m'envoyait ça, mais moi, j'y crois vraiment. Je te le dis. Comme il y a des fois, il y a des idées, des affaires qui pop, que je fais, ça vient pas de moi, là, ça. Absolument. Il y a quelque chose. Je canalise quelque chose de plus grand que moi, puis on m'amène, puis tu sais, je fais juste penser à perdre ton emploi, le dégât d'eau, tu sais, des petits réalignements, mais tout dépend de comment tu prends cette affaire-là. Tu aurais pu être complètement déprimé puis dire « je suis moins que rien » puis accepter ce narratif-là et descendre. Mais là, tu fais « non, OK, ça me réaligne vers autre chose, je vois d'autres opportunités. » C'est des opportunités. Ouais. La mentalité d'être victime, il faut qu'on l'efface. Il faut vraiment qu'on l'efface. Tu sais, le non, c'est pas une finalité, c'est des créateurs d'opportunités. Mais il faut que tu t'assoies, avoir cette humilité-là, de s'asseoir puis de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour réajuster le tir. That's all it is. Puis si c'est pas supposé être dû, laisse tomber, ce sera pas dû. C'est pas dans ta voie, c'est pas pour toi. That's it. Merci. Que ça a été un pur bonheur. Ah, pur bonheur. Pur bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Pur bonheur. Vicky Joseph, ce que tu amènes comme impact dans le monde de façon plus large dans notre société, c'est immense en ce moment. Ce que tu amènes dans l'impact des gens que tu croises au quotidien, c'est... Tu sais, je sais que tu le sais parce que beaucoup de gens te le disent, c'est tellement rayonnante, puis tu sais, tu prends conscience de la vibration que tu émets là, autour de toi, puis ça fonctionne, je vais te le dire. Quand on est assise près de toi... À être connecté. Ouais, vraiment, vraiment. C'est vrai. T'es toute là, puis t'es authentique, t'es 100% là, puis c'est tellement beau, c'est tellement une belle richesse. Et je veux juste te dire merci parce que l'impact que tu as... Je pense que ce podcast-là existe en partie grâce à notre rencontre. Mais tu sais, je l'ai lancé, puis... tu te rappelles, on était dans le taxi, puis tu m'en avais parlé. Je venais juste de lancer, je pense, comme mon premier ou mon deuxième épisode. Puis c'était nouveau. Puis j'étais comme, je sais pas si je suis prête à faire ça. Puis, tu sais, toutes les conversations qu'on a eues de toi, normaliser, faire des effets de levier, c'est normal d'être dans le rouge. Tu sais, parce que c'est une entreprise qui est dans le rouge en ce moment. Mais c'est ça, tu l'as juste, t'as ouvert tout ça, tu l'as normalisé. Puis là, j'ai fait, OK, ça se peut, puis c'est correct, là, comme lâche pas. Fait, tu m'as vraiment comme, je me rappelle souvent des on a eu cette que conversation. On a tellement eu des belles conversations comme ça. Puis t'étais prête, t'as dit, moi, t'es arrivée à un point, Vanessa, puis je me souviendrai toujours de cette journée-là. Tu as dit, je suis arrivée à un point où est-ce que, non, il doit y avoir plus que ça. Je veux vraiment, il faut que ça vibre, puis il faut que je fasse vibrer d'autres personnes. Puis c'était l'effet du pissenlit. Oui. Je m'en rappelle, hein? Ouais. C'était ça. Est-ce que je peux te dire à quel point tu es une femme pissenlit pour moi? Merci. Ben pour vrai, tu es comme... Même quand t'es pas la bienvenue tant que ça, t'es comme Vicky va se montrer, là, puis avec toutes ses couleurs, puis je vais m'implanter ici, puis regarde ça, après ça, il va y avoir des petits akènes, là, des petites graines qui vont aller comme s'installer autour, puis tu sais, tu crées un effet de mouvement de, tu sais, comme expansion, ça expand autour de toi, fait que bravo, merci. Puis si les gens veulent te suivre, je vais mettre les liens, t'as ton site Vicky Joseph, les cosmétiques et tout ça, des super beaux cosmétiques. Là, évidemment, je suis dans mon année sans maquillage. Non, c'est correct. Mais j'ai adoré ton rouge à lèvres quand je l'ai essayé à Paris. J'ai comme
vraiment hâte de me remaquiller pour pouvoir utiliser mes cosmétiques. Ah, mais tu es magnifique, tu es rayonnante, puis Merci. continue d'impacter autant de... C'est des femmes plutôt, toi aussi, Oui, dans ta mission? ouais, Ça, je quand m'en rappelle. même. Tu vois, je m'en rappelle. Ouais. Continue. Parce que ça, ces conversations-là, tu sais pas ce que ça va faire. Hein? Tu vas toucher des milliers de personnes. Puis tu vas t'asseoir à un moment donné, tu vas être comme « Oh my God! » Wow! Ouais. Des fois, c'est une petite C'est phrase. incroyable. Comme... Un petit mot, une petite phrase. Yep. Voilà. Merci. 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 Love you. Love you. Wow, vous êtes encore là? Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais en que c'est beau.